niveau du contrôle interne. D'ailleurs, si je me rappelle très bien, nous avons vu que normalement, pour parler d'un fonctionnement d'audit, l'auditeur doit prendre en considération deux aspects fondamentaux. Tout d'abord, vous avez le management des risques, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Donc, si je récapitule le management des risques, il s'agit de vérifier est-ce que tous les risques auxquels l'entreprise, bien sûr, est disposée sont bien répertoriés, et s'ils sont bien répertoriés, est-ce qu'ils sont bien classés par ordre de gravité et de fréquence? Parce que, par exemple, d'ailleurs, nous avons vu la dernière fois quelques exemples de risques. Vous savez qu'il y a parfois ce qu'on appelle un risque opérationnel, c'est-à-dire, par exemple, le risque qu'une machine tombe fréquemment en panne. Parce que dans ce cas, je dis, par exemple, la fréquence, c'est quoi? C'est combien de fois cette machine tombe en panne? Et le coût ou bien la gravité, c'est le coût de chaque entretien, par exemple. Combien l'entreprise peut supporter comme coût lorsqu'une machine tombe en panne, par exemple, au niveau du manque de la production ou bien détérioration de la qualité et ainsi de suite. Donc, finalement, lorsque l'entreprise arrive à répertorier tous les risques éventuels en ayant ce couple fréquence et gravité, et d'ailleurs après, on va voir quel est le modèle qui va nous permettre de traiter tout ça, elle pourra donc gérer ces risques. Comment il va gérer les risques? C'est par tout simplement ce qu'on appelle le dispositif adéquat de contrôle interne. Et donc, le contrôle interne, normalement, c'est un ensemble de dispositifs et de dispositions qui permet à l'entreprise de faire quoi? Qui permet de lui garantir son patrimoine, mais en même temps de lui garantir le bon fonctionnement de son activité ou bien de ses opérations. C'est bon? Oui, madame. Très bien. Voilà, donc c'est ce que je viens de dire. Ça va nous amener à la norme de 21-20. Sur la base des résultats de l'évaluation des risques, l'audit interne doit évaluer la pertinence et l'efficacité du dispositif de contrôle portant sur le gouvernement d'entreprise, les opérations et les systèmes d'information de l'organisation. D'ailleurs, ici, le rôle de l'auditeur, parce qu'il y a un manager de risque. Le manager de risque, c'est lui qui va mettre en place cette cartographie des risques. Mais le rôle de l'auditeur, c'est faire une évaluation de ces risques. Ça veut dire, est-ce que tous les risques, ils étaient bien repérés? Est-ce que l'entreprise n'a pas, par exemple, pu identifier un risque éventuel? Mais aussi, est-ce que tous les risques identifiés, ils étaient bien gérés? Toujours, bien sûr, en respectant la logique du coût-avantage. Je vous donne un exemple très simple. C'est pourquoi on dit on va accepter ce qu'on appelle un risque résiduel. C'est-à-dire, si par exemple, j'ai un risque de 100 dirhams, et pour le gérer, je dois dépenser 1000 dirhams. Dans ce cas, bien sûr, on ne va pas le faire. D'accord? Donc, finalement, lorsqu'il va analyser le dispositif de contrôle interne, le but, c'est quoi? C'est est-ce que, par exemple, toutes les informations financières opérationnelles sont intègres et fiables? Est-ce que les opérations sont efficaces et efficientes? Est-ce que le patrimoine est protégé? Et est-ce que, bien sûr, on est dans un cadre de conformité? Est-ce qu'on respecte les lois, les règlements et les contrats? Donc, finalement, si vous réfléchissez un peu, qu'est-ce que vous allez constater? Qu'une entreprise, pour qu'elle existe, il y a bien sûr ce qu'on appelle un règlement, c'est-à-dire c'est la réglementation en vigueur pour chaque activité, mais vous avez les règlements en interne. L'entreprise, elle dispose d'un patrimoine, elle réalise des opérations et il traduit ces opérations, bien sûr, par des informations financières et comptables. Donc, lorsque je parle d'une intégrité de tout le système, on doit veiller sur le respect des informations financières, de l'efficacité et l'efficience des opérations, la protection du patrimoine, bien sûr, le patrimoine, c'est l'actif, et le respect des lois et des règlements. D'ailleurs, normalement, pour se faire dans la pratique, c'est-à-dire l'auditeur, il a un ensemble de démarches parce que toutes les démarches sont normalisées, ou bien parfois nous avons ce qu'on appelle, c'est-à-dire une forme de test. Par exemple, la première question à se poser, est-ce que la société elle est conforme à la loi, soit en termes de l'objet, soit en termes, bien sûr, de la réglementation en elle-même. D'ailleurs, ça, c'est ce que j'appelle le test de conformité. Si la réponse est positive, je vais continuer mon travail. Mais si la réponse est négative, je vous donne un exemple très simple. Quand vous constatez que la comptabilité ne respecte pas les principes comptables, qu'est-ce que vous allez déduire à titre d'exemple, à votre avis?
Hein? Il y a une irrégularité. Très bien, c'est une irrégularité. Mais cette irrégularité, elle est due à quoi? Elle est due à la non-conformité. Je vous donne un exemple très simple. Supposons que vous savez que, d'ailleurs c'est ce qu'on va voir tout de suite, les principes comptables. Par exemple, nous avons le principe de spécialisation des exercices. Qu'est-ce qu'il dit ce principe? Que tout exercice de 12 mois d'activité doit enregistrer toutes les charges et tous les produits qui le concernent comptablement. Comment se manifeste ce principe-là? Autrement dit, qu'est-ce qu'on fait dans la comptabilité si on respecte ce principe? Ou bien pour respecter ce principe? Vous savez que tout ce qu'on fait dans la comptabilité, ça tourne autour de ce principe comptable. Autrement dit, quel est le traitement comptable qui traduit vraiment le respect du principe de spécialisation des exercices? S'il vous plaît, vous le connaissez, c'est sûr. Réfléchissez. Enregistrer seulement les opérations qui ont été réalisées dans l'exercice concerné. Très bien, mais comment? On fait un travail qui traduit le respect de ce principe. C'est-à-dire, c'est pour vous aider, s'il n'y a pas ce principe-là, on peut ne pas le faire. On doit enregistrer seulement les charges et les produits concernant cet exercice, l'année N, et non pas l'année N plus 1. S'il vous plaît, tout simplement les travaux d'inventaire. Allez, je les travaux d'inventaire. C'est pour respecter le principe de spécialisation des exercices. S'il vous plaît, lorsqu'on fait les travaux d'inventaire à la fin de chaque année, quel est le but? C'est de pouvoir déterminer le résultat. Est-ce que c'est clair? Et pourquoi on doit déterminer le résultat à la fin de chaque exercice? C'est par respect au principe de spécialisation des exercices. Ce que vous dites, c'est-à-dire chaque exercice comptable doit comporter toutes les charges et tous les produits le concernant, bien sûr, et la différence entre produit et charge, ça va me donner le résultat. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris? Oui, Très madame. bien. Donc, là aussi, vous avez, par exemple, si j'entre dans plus de détails, vous avez les travaux de régularisation. Lorsque vous déterminez les charges constatées d'avance, les produits constatés d'avance, les charges à payer et les produits à recevoir, pourquoi on fait ce travail de régularisation? C'est pour respecter le principe. Mais supposons s'il n'y a pas, si on ne respecte pas ce principe, je peux passer sur ces régularisations, c'est-à-dire l'entreprise, elle a oublié de constater une charge à payer. Ou bien l'entreprise, par exemple, elle n'a pas constaté une charge constatée d'avance. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on dit? On dit que l'entreprise n'a pas respecté le principe de spécialisation. Donc ici, le test de conformité, ça va être un test négatif. D'accord? Donc, c'est-à-dire, une fois on passe par la conformité, dans ce cas, je vais passer par l'étape suivante, c'est l'efficacité, bien sûr, et l'efficience. D'accord? Donc, finalement, qu'est-ce que vous constatez? C'est qu'il y a un ordre de travail. C'est-à-dire, si je constate que le contrôle interne, il n'est pas fiable, il n'est pas performant, c'est-à-dire il n'est pas pertinent, bien sûr, l'auditeur, il peut, dans certains cas, décider d'arrêter sa mission et ne va pas la terminer. D'accord? Parce que ce qu'il faut retenir là, c'est que l'évaluation du contrôle interne, c'est une étape très importante dans la démarche d'audit en général. C'est ce qu'on va voir par la suite. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, madame. C'est bon? Très bien. Donc, maintenant, comment évaluer le dispositif de contrôle? Donc, ici, vous voyez très bien que même une norme est là prévue, c'est-à-dire l'auditeur doit déterminer dans quelle mesure le management a défini des critères adéquats pour apprécier si les objectifs et les buts ont été atteints. Si ces critères sont adéquats, les auditeurs internes doivent les utiliser dans leur évaluation. S'ils sont inadéquats, les auditeurs doivent travailler avec le management pour élaborer des critères d'évaluation appropriés. C'est-à-dire ici, pardon, l'auditeur va chercher donc à évaluer la fiabilité du dispositif de contrôle. S'il constate qu'il y a des anomalies, et bien sûr, il peut aider l'entreprise à prendre des décisions sur l'amélioration de ces dispositifs de contrôle. Je vous donne un exemple très simple.
Supposons une société, par exemple, elle fait des opérations en devise, mais la société ou bien le comptable, il oublie de doter des provisions pour risque. Donc ici, normalement, la provision, il va protéger qui? La provision, normalement, ici, elle va protéger l'entreprise contre le risque de quoi? Contre le risque de change. Vous suivez avec moi? Oui, C'est madame. bon? Oui. Très bien. Donc, supposons que l'auditeur, lorsqu'il fait son audit comptable et financier, il a constaté que malgré le fait que l'entreprise réalise des opérations en devise, le comptable oublie à chaque fois de constater des provisions pour risque ou bien des provisions pour risque de change. Qu'est-ce qu'il va faire son rôle? Il va donner la recommandation de constater la provision. Voilà l'idée de cette norme 2120. Vous avez aussi la norme de conseil. Au cours des missions de conseil, les auditeurs internes examinent le processus de contrôle interne en accord avec les objectifs de la mission et sont attentifs à l'existence de toute faiblesse de contrôle significative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je constate que le contrôle interne est totalement défaillant, ça retenez-le bien, l'auditeur ne termine pas sa mission. La seule recommandation, c'est il faut que l'entreprise revoie son contrôle interne. Et c'est quoi le contrôle interne par un langage trop simple? C'est l'ensemble des procédures qui existent. D'accord? C'est-à-dire, vous savez que si je prends le cas d'une entreprise, par exemple, au niveau de la comptabilité, je peux parler d'un manuel de procédure qui explique comment l'entreprise fait les constatations comptables. Si, par exemple, je parle de la fonction approvisionnement, nous avons une procédure d'achat. Si, par exemple, on parle de la vente, nous avons une procédure de vente, c'est-à-dire comment l'entreprise réalise une vente de A à Z. Pour le cas, par exemple, d'encaissement ou bien de recouvrement, on doit avoir des procédures de recouvrement et ainsi de suite. Normalement, toutes ces procédures, elles doivent exister dans les entreprises et elles doivent exister de manière formelle, c'est-à-dire de manière écrite. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà fait des stages, mais si vous demandez, ou bien maintenant, même sur Internet, vous pouvez faire procédure, vous aurez toutes les procédures que vous voulez. Donc, si les procédures sont écrites, l'auditeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va évaluer leur pertinence. Est-ce qu'il s'agit des procédures qui sont bonnes pour qu'elles soient appliquées par les opérationnels? D'ailleurs, maintenant, on peut avoir différents cas. Parfois, si par exemple l'auditeur entre et il trouve absence de procédure, dans ce cas, je répète, la seule recommandation de l'auditeur, c'est mettre en place la procédure. C'est-à-dire, il ne pourra pas auditer. Si, par exemple, il constate une procédure, mais il constate qu'elle est totalement défaillante, la même conclusion. Il va arrêter d'auditer. La seule recommandation, c'est améliorer la procédure. S'il constate que la procédure existe, mais il y a quelques anomalies, dans ce cas, il pourra continuer sa mission, à condition, bien sûr, que l'entreprise corrige ces procédures-là. D'accord? D'ailleurs, tout ceci, on va le voir en détail dans la démarche d'audit. Bien. Madame, Oui. sur quelle base l'auditeur va évaluer les procédures? Est-ce qu'il y a des normes pour les procédures ou bien ça dépend de Bien sûr, il y a des procédures normalisées, s'il vous plaît. C'est vrai, qui est normalisé par rapport à quoi? Vous avez la réglementation en général, parfois vous avez la réglementation de l'activité, parfois par rapport au règlement lui-même de l'entreprise. Je vous donne un exemple très simple. D'ailleurs, c'est le cas que nous avons traité la dernière fois. Je vous donne un exemple très simple. Par exemple, au niveau de la procédure de recouvrement. C'est quoi la procédure de recouvrement? C'est-à-dire comment l'entreprise arrive à encaisser les créances clients. Donc finalement, si je veux décrire la procédure, il faut que l'entreprise déjà travaille avec un délai client. C'est le délai commercial. Vous savez que chaque entreprise, elle a son propre délai. D'accord? Donc si par exemple, le délai client, il est de 2 mois dans cette entreprise. Il est de 2 mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on vend aujourd'hui, les clients doivent régler la totalité de leurs créances dans 2 mois. Est-ce que c'est clair? Par exemple, cette information, voilà, c'est une procédure. Est-ce que c'est clair? Parfois, il y a des entreprises qui disent la chose suivante. Et ça dépend des cas, mais tout ça, ça doit être écrit. Supposons qu'une entreprise, par exemple, vend, il peut exiger, par exemple, 30% encaissement au comptant, 30% dans 1 mois et 40% dans 2 mois.
D'où viennent ces informations? Bien sûr, ils viennent du règlement de l'entreprise. D'accord? Très bien. Lorsque l'entreprise, par exemple, l'auditeur, il constate que l'encours client, il est énorme. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout d'abord vérifier est-ce que la procédure de recouvrement, elle a été respectée par les opérationnels, par les personnes chargées du recouvrement. Ça veut dire qui? Ça veut dire la trésorerie et la comptabilité. Vous suivez avec moi? Ça va? Oui, madame. Très bien. Donc, supposons que lorsqu'il vérifie, il constate qu'il y a une partie de la clientèle qui n'ont pas versé la compte de 30%. D'accord? C'est-à-dire ils ont obtenu toute la vente à crédit, 100%. Qu'est-ce qu'il a lui devant lui? Il a la procédure. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a une non-conformité à la procédure. Parce que l'auditeur, il travaille avec ce qu'il a comme documentation. Donc, c'est ce qu'il va noter. Donc, s'il constate que ces personnes qui ne payent pas la partie comptant à la date prévue, ça peut générer pour l'entreprise un déficit de trésorerie énorme. Dans ce cas, il doit avertir la direction générale et pour chercher la cause. Est-ce que vraiment ce sont des clients privilégiés? Est-ce que tout simplement il y a une complicité avec la direction approvisionnement ou bien avec le service de recouvrement et de ses clients? Donc finalement, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez qu'on peut avoir plusieurs anomalies cachées suite à ce non-respect de la procédure. Mais l'auditeur, son rôle, c'est d'aviser l'entreprise sur le risque éventuel de ne pas respecter la procédure. Est-ce que c'est clair? Deuxième cas, je vais constater par exemple que le service recouvrement fait son travail. C'est-à-dire pour les clients qui ne paient pas, le service recouvrement, il fait la relance. Et pourtant, le client ne paye pas. Dans ce cas, c'est quoi? C'est un problème au niveau de l'application de la procédure en elle-même. C'est-à-dire la procédure, elle est là. Le responsable ou bien les chargés de ces tâches, ils sont là. Ils comprennent bien la procédure. Ils essayent de l'appliquer, mais le client ne répond pas. Dans ce cas, ce n'est pas un problème des opérationnels, mais peut-être c'est un problème que nous avons vis-à-vis de la clientèle. On peut aller au contentieux, ainsi de suite. C'est-à-dire ici, il peut dire que la procédure, elle est clean, elle est normale. Les opérationnels font bien leur travail, mais c'est un problème avec le client lui-même. Donc, il faut bien sûr bien marquer ce client. Est-ce que c'est clair? Donc, finalement, lorsqu'on parle d'un jugement des procédures, toute entreprise d'ailleurs après on va voir la démarche, toute entreprise pour travailler, elle travaille avec les procédures, c'est-à-dire on ne travaille pas oralement. Par exemple, quand on va vous recruter, vous allez être chargé d'un poste, on ne va pas vous dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, mais on va vous dire voilà votre descriptif de poste. C'est-à-dire chaque poste, on a le descriptif dialogue, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit respecter, et ainsi de suite. Donc, pour juger ce que vous faites, je vais le juger bien sûr en fonction de cette procédure. Par exemple, si je prends le cas des banques, lorsqu'une personne demande un crédit, la banque, qu'est-ce qu'elle a? Elle a une procédure d'octroi de crédit. Et cette procédure, qu'est-ce qu'elle respecte? Elle respecte la réglementation bancaire et il respecte bien sûr les directives de Banque Le Maghreb. Est-ce que vous entrez dans une banque, vous allez aller à un responsable ou bien un chargé de clientèle ou bien un responsable commercial de la banque et c'est lui qui va décider? Non, lui, il ne va qu'appliquer les procédures, tout simplement. C'est-à-dire, si vous donnez par exemple un dossier conforme et vous êtes conforme, vous pouvez bien sûr avoir le crédit, sinon on va vous refuser le crédit. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, tout poste fonctionne en fonction des procédures bien déterminées. Est-ce que c'est clair? Par exemple, si je prends le travail d'un comptable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les documents comptables, il va vérifier leur cohérence avant de passer l'écriture comptable. D'accord? Et à la fin, bien sûr, de chaque période, il doit établir, si vous voulez, les documents de synthèse. Donc, finalement, la démarche, lorsqu'un comptable, il va l'appliquer, c'est une procédure de travail pour lui, et ainsi de suite. Ça va? Par exemple, parfois, nous avons la procédure de recrutement, par exemple, si je parle de gestion de ressources humaines, chaque entreprise, elle a sa procédure de recrutement. D'accord? C'est-à-dire, elle passe par quoi pour recruter?
Est-ce que le recrute par le biais des cabinets ou bien est-ce qu'il y a un recrutement direct ou bien est-ce qu'il y a un recrutement en interne? Vous savez que tout ça, ça doit être décrit. Pourquoi? Pour éviter les dérapages qui peuvent exister au sein de l'entreprise. Si vous voulez, c'est comme une réglementation. C'est vrai, cette réglementation émane de l'entreprise pour l'entreprise et en même temps, c'est dans l'intérêt de l'entreprise aussi. Très bien. Donc, vous avez la norme suivante. Toujours au niveau du norme de conseil, les auditeurs internes doivent prendre en compte le processus d'identification, d'évaluation des risques significatifs de l'organisation, le dispositif de contrôle interne dont ils ont eu la connaissance lors de leur mission de conseil. Voilà, donc ça rejoint la même idée. Finalement, ce que j'aimerais que vous sachiez, s'il vous plaît, prenez une feuille et vous suivez avec moi, s'il vous plaît. Vous notez ce que je vais vous dire. Donc, finalement, on a parlé c'est-à-dire le management des risques. Je vais écrire le management des risques. Après, bien sûr, pour faire face à ce management de risque, il y a ce que j'appelle le contrôle interne. D'accord? Mais s'il vous plaît, avant d'arriver, si vous voulez, au contrôle interne, normalement dans le travail, je vais vous donner un exemple très simple. Quand vous, par exemple, vous avez un poste de comptable. Quand, par exemple, vous avez une opération à passer, vous la passez, qu'est-ce que vous faites? C'est une exécution de tâches. Après, vous allez dire, est-ce que l'opération, je l'ai passée conformément à la procédure? Qu'est-ce que vous faites là? Par Vérifier. exemple. Très bien. Un Comment on contrôle. appelle ça? Comment on appelle ça? Exactement. Là, comment on l'appelle? C'est-à-dire, je fais une tâche et je vérifie, est-ce que j'ai respecté toutes les étapes? Qu'est-ce que je fais? Contrôle. Oui, c'est un contrôle, mais précisément, il s'agit de quoi? Confirmation. La vérification de la procédure, est-ce que je l'ai bien appliquée? Oui, mais comment on l'appelle? Je me contrôle moi-même. C'est quoi? C'est l'autocontrôle. Là, Auditer. Ouais. c'est l'autocontrôle. Régularité. C'est l'autocontrôle. Je vous l'avais déjà dit. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Je suis responsable. Par exemple, je suis un employé. Quand j'ai une procédure devant moi, je travaille et je regarde moi-même, est-ce que j'ai respecté la procédure? Ça, c'est ce que j'appelle l'autocontrôle. L'autocontrôle, si vous voulez, c'est le contrôle de premier niveau. Quand, par exemple, vous faites une tâche, vous contrôlez vous-même, c'est ce que vous dites. Vous vérifiez ce que vous avez fait. Il s'agit d'un autocontrôle. S'il vous plaît, le deuxième niveau, c'est quoi? C'est-à-dire toujours au sein de l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut avoir comme type de contrôle? Madame, Toujours votre supérieur. Très bien, c'est le contrôle hiérarchique. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Tout ça rentre, madame, dans le contrôle interne. Oui. Vous suivez avec moi? Finalement, le contrôle interne, il regroupe deux sous-contrôles, un dit l'autocontrôle et un dit le contrôle hiérarchique, c'est-à-dire le chef. Par exemple, un comptable passe une écriture comptable, il peut la vérifier lui-même au départ, mais après, il se peut que le chef comptable contrôle les opérations comptables. D'accord? C'est-à-dire, s'il ne veut pas contrôler la totalité, il peut contrôler par échantillon. La même chose, c'est-à-dire, et ça existe dans toutes les entreprises. Toujours le supérieur hiérarchique, il peut contrôler ce que vous faites, par exemple. Et nous avons après un contrôle troisième niveau. C'est quoi le contrôle troisième niveau? C'est l'audit. D'accord? Pourquoi? Parce que l'audit, je peux le définir comme le contrôle du contrôle. D'accord? C'est-à-dire, l'audit, lorsqu'il va venir, il va contrôler déjà, est-ce qu'il y a des procédures? Est-ce que les opérationnels connaissent ces procédures? Est-ce qu'ils maîtrisent ces procédures? Et est-ce que, bien sûr, le contrôle hiérarchique fait bien son travail? Est-ce que vous avez compris? Ici, je vais vous donner un cas très simple, c'est-à-dire pour pouvoir vous rapprocher de la réalité, je vous donne un exemple très simple. Supposons que je vais auditer, par exemple, une banque. Et l'objet de l'audit, c'est l'audit des opérations de crédit. La première étape qu'on va faire, on va demander au chargé de clientèle ou bien le responsable commercial de la banque
est-ce que vous avez une procédure de crédit? Il va me dire oui. Très bien. Je peux la voir. Je vais la lire. Si je vois qu'elle est conforme à la réglementation bancaire, je dis c'est bon, la procédure est conforme. Suivez avec moi. Suivez bien s'il vous plaît, parce que c'est la démarche qu'on applique. Je passe à la deuxième étape. Je peux demander à cette personne, est-ce qu'elle connaît très bien la procédure? S'il me dit oui, je peux lui demander de me réciter la procédure, c'est-à-dire de me décrire la procédure. Bien sûr, je vais écouter. Si je constate qu'il décrit la procédure comme elle est écrite, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que la procédure existe et elle est diffusée, c'est-à-dire les opérationnels la connaissent, seulement la connaissent. Je vais passer maintenant à la troisième étape, c'est l'application. Est-ce que la procédure est appliquée? Je vais demander à cette même personne, est-ce que lorsque quelqu'un se présente pour avoir un crédit, vous appliquez la même procédure? Il peut me dire oui, mais je ne vais pas m'arrêter là. Qu'est-ce que je peux faire dans certains cas? Je vais l'assister. Ça veut dire je vais observer. Par exemple, si quelqu'un se présente pour avoir un crédit, je vais observer est-ce que l'opérationnel suit les mêmes étapes de la procédure. Si oui, qu'est-ce que je peux dire? Que la procédure est écrite, est là, elle est diffusée, elle est bien comprise par l'opérationnel et elle est bien appliquée par l'opérationnel. Donc, le contrôle interne fonctionne bien. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Oui, madame. Voilà. Oui, madame. Dans certains cas, si par exemple, je prends le cas inverse, c'est-à-dire je lui dis, est-ce que vous connaissez la procédure? Il me dit non. Et pourtant, la procédure existe. Je peux vous dire comment vous travaillez. Il me dit non, parce que j'ai passé un stage, j'ai vu comment l'autre personne qui était avant moi travaille, je travaille. C'est bon, je vais l'observer. Si je constate qu'il fait bien son travail, je lui dis juste, il faut formaliser ce que vous faites. Sinon, bien sûr, je vois qu'il y a des problèmes, et ça, on l'avait constaté juste d'ailleurs il n'y a pas longtemps, parce que parfois, c'est pourquoi d'ailleurs la procédure doit être mise à jour. Un exemple très simple. D'ailleurs, vous savez que dans les nouveautés, il y avait la nouvelle carte d'identité nationale. Vous savez qu'avec la nouvelle carte magnétique, normalement, on ne demande plus le certificat de résidence, c'est-à-dire ça, vous le connaissez. Vous suivez Oui, avec madame. moi? Très bien. Et vous savez, dans les anciennes procédures de crédit au niveau des banques, parfois, on vous demande le justificatif de résidence. Une fois, ça c'est un cas réel, on a assisté à une chargée de clientèle qui a demandé des papiers, qui a reçu des papiers de demande de crédit d'une personne. Et lorsqu'il a commencé, il vous manque un justificatif de résidence. Voilà, la personne, elle est bien avertie. Il lui a dit, non, alors la carte nationale, elle dit, je dis, la carte qdima. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Non, c'est pas moi, c'est ce que j'ai devant moi. Elle, c'est-à-dire, elle a raison en quelque sorte, parce qu'elle applique la procédure à la lettre. Mais elle manque un petit peu, je dirais, de performance, parce qu'elle aurait pu avertir ou bien considérer cette nouveauté de réglementation. Finalement, on a c'est-à-dire la personne lui dit non. La carte, il joue le rôle de certificat de résidence. Et tout ça, on l'avait observé. Finalement, le client est parti et je lui ai dit qu'elle avait raison. Dit non, moi, c'est pas mon problème, c'est ce qui est écrit devant moi. Finalement, l'erreur, c'était quoi? C'est la mise à jour des procédures. Donc, c'était la recommandation, il faut que la procédure soit mise à jour. C'est la raison pour laquelle, dans la pratique, et comment on va établir les procédures, normalement, il faut impliquer les opérationnels. Mes proches, ils fonctionnent comme des machines. Sincèrement, dans certains cas, on constate que des employés qui travaillent, il y a deux cas, soit des employés qui respectent à la lettre la procédure, comme ce que vous regardez dans d'ailleurs le muqata'a et tout, parfois ils vous disent quelque chose de tout à fait dépassé, d'accord? On commence à se poser de la question à l'èche, mais pourtant, il y a des procédures qui sont comme ça. Donc, c'est la raison pour laquelle, normalement, on dit, soit le management de risque,
soit le contrôle interne. Ce sont deux éléments qui doivent être mis à jour à la fin de chaque année pour pouvoir prendre en considération toutes les adaptations possibles. Est-ce que c'est clair? Ça va? Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Donc, voilà, le gouvernement d'entreprise, l'audit interne doit évaluer le processus de gouvernement d'entreprise et formuler les recommandations appropriées en vue de son amélioration. S'il vous plaît, d'ailleurs, ça, il y a un terme, on parle ici de gouvernement d'entreprise, mais le synonyme, c'est le management de l'entreprise. Parce que, normalement, qui va assurer ça? Lorsque je parle de management de risque, automatiquement, je dois avoir ce que j'appelle le top management. C'est-à-dire, c'est les managers de l'entreprise en général. S'il vous plaît, ici, je vais vous poser une toute petite question. Quelle est la différence entre le management et la gestion? Hein? Parce qu'on Madame, parlait de gestion. le management concerne l'équipe, le manager de l'être humain, le capital humain. Et la gestion technique de façon générale. Concerne les La aspects gestion des activités, toutes les parties qui constituent l'entreprise. Très bien. Donc, si vous voulez, quand on parle de management, on introduit l'analyse du comportement humain. D'ailleurs, c'est pourquoi lorsqu'on parle de management, c'est ici que je veux parler de la gestion des ressources humaines, par exemple. Ça veut dire que la ressource humaine doit être gérée dans tous ses aspects, en matière, si vous voulez, d'effectifs, en matière de compétences, en matière de gestion de carrière et en matière, bien sûr, de formation. Mais lorsqu'on parle de la gestion peut être, comme ce que vous l'avez dit, c'est une gestion technique. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, auparavant, on parle de gestion de personnel, mais lorsque je parle de la gestion du personnel, c'est la paie, tout simplement. Mais maintenant, on dit que le fait que l'homme, en général, joue un rôle très important au niveau de l'entreprise, donc il faut prendre cette variable humaine et elle doit être gérée pour qu'elle soit optimisée. D'ailleurs, comme lorsque je fais une optimisation de ma gestion commerciale, je fais une optimisation de ma gestion fiscale, de ma gestion comptable, on doit gérer aussi les hommes. Et comment les gérer, bien sûr, c'est avoir les compétences adéquates, une gestion de carrière adéquate, une formation adéquate et ainsi de suite. Donc, finalement, si je veux terminer le schéma, on démarre d'un management ou bien d'un style managériel donné. D'accord? Bien sûr, ces styles managériaux, je pense que vous les avez déjà vus. On parle soit d'un management autoritaire, soit d'un management parental, soit d'un management participatif. Alors, toujours ici, dans le cadre, pour avoir, si vous voulez, la notion d'audit, c'est que je suis dans le cadre d'un management participatif. Pourquoi? Parce que dans le cas du management autoritaire, on ne donne pas la liberté aux hommes d'agir. Et dans le cas d'un management parental, ça veut dire le top management de l'entreprise, c'est lui qui fait tout. C'est-à-dire le pouvoir décisionnel, il est bien centralisé. Par contre, au niveau du management participatif, si vous voulez, on fait participer tout le monde, mais en même temps avec une certaine orientation et certaine supervision. Et si vous voulez, dans son style de management, que je vais avoir ce que j'appelle l'audit interne, management de risque, contrôle interne et contrôle de gestion aussi. Parce qu'ici, on a besoin de ce qu'on appelle des fonctions d'assistance. D'accord? Très bien. Donc, si je veux compléter le schéma, je parle du management. Après, bien sûr, je vais avoir ce que j'appelle le management de risque. Après, je vais avoir le contrôle interne. Et après, bien sûr, je vais avoir l'audit interne. Finalement, l'audit interne, il va nous donner une appréciation et sur le contrôle interne, et sur le management de risque, et sur le gouvernement et le management de l'entreprise en général. Pourquoi je dis ça? Parce que dans certains cas, l'auditeur peut constater que le contrôle interne, il est bien, le management de risque, il est bien, mais toujours nous avons des problèmes au niveau de l'entreprise. Ce sont des problèmes qui proviennent du style de management adopté par l'entreprise qui n'est pas adéquat. D'accord? Pourquoi? Parce que ce style de management, il se traduit par l'organisation de l'entreprise, comment l'entreprise elle sera organisée. D'accord? Madame, on a dit que parmi le contrôle interne, dans la troisième phase, on a l'audit. Alors, comment après toute cette étape, on a l'audit interne?
Pardon, j'ai pas entendu. Oui, tu peux reprendre? Oui, je On t'écoute. avait dit que dans la prochaine phase du contrôle interne, on a l'audit. Mhm. Alors, comment après cette étape, on aura l'audit interne? Après Non, l'étape du contrôle interne. très bien, j'ai compris ce que vous voulez dire, mais faites attention, s'il vous plaît. D'ailleurs, j'ai dit, pour le contrôle interne, nous avons deux niveaux. Nous avons l'autocontrôle et nous avons le contrôle hiérarchique. C'est pour assurer le bon fonctionnement. Est-ce que vous avez compris? Donc, les deux, l'autocontrôle et le contrôle hiérarchique, ils traduisent le contrôle interne. Parce que le contrôle interne, d'ailleurs, nous avons un chapitre là-dessus, c'est un ensemble de dispositifs et de dispositions. Le contrôle interne, à vrai dire, mais chez un service. Ce sont des dispositions. D'accord? Très bien. Donc, l'audit, j'ai dit l'audit peut être un contrôle de troisième niveau. Si je veux définir l'audit comme le contrôle, ça peut être un contrôle troisième niveau. Qu'est-ce qu'il contrôle? Il peut contrôler et le contrôle interne, c'est-à-dire le contrôle hiérarchique, est-ce qu'il est bien fait, et l'autocontrôle, est-ce qu'il est bien fait? Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Est-ce que tu as compris maintenant? Non. Lorsque je dis l'audit, c'est un contrôle troisième niveau, c'est-à-dire le contrôle interne, il comprend les deux premiers niveaux du contrôle. C'est quoi? C'est l'autocontrôle et le contrôle hiérarchique. D'accord? D'ailleurs, s'il vous plaît, parce qu'il y a parfois une petite confusion. Je répète, d'ailleurs, on va le voir que le contrôle interne, c'est un ensemble de dispositifs. C'est comme un exemple très simple, et je pense que je l'avais déjà dit. Vous savez, le style vestimentaire, يعني كيفاش يكون اللباس في la société. C'est du contrôle interne. Est-ce que vous avez compris? Et ce sont des dispositions qu'il faut respecter. Par exemple, je dis, je travaille dans une banque. Si je suis un homme, je dois mettre une cravate. Vous suivez avec moi? Donc, ça veut dire quoi ça? C'est du contrôle interne. Si je travaille par exemple dans une usine, je dois avoir bien sûr un habillement bien spécifique. Est-ce que vous avez compris? Donc finalement, lorsque vous constatez ce qui se passe au sein de l'entreprise, tout ce que nous faisons, alors finalement, c'est du respect du contrôle interne. Or, ce qui va différencier une entreprise à une autre, est-ce que ça c'est formalisé ou bien il n'est pas formalisé? Parfois, d'ailleurs, les habitudes, les coutumes, par exemple, automatiquement, on entre dans une entreprise, on doit respecter la culture de cette entreprise. Mais il n'est pas formalisé. Dans ce cas, automatiquement, qu'il y ait des dispositions, il y a des dispositifs qu'on doit respecter, mais qui ne sont pas, bien sûr, formels. Est-ce que tu as compris, s'il vous plaît? Oui, madame, c'est clair. C'est-à-dire, finalement, l'audit, c'est le contrôle interne. Le contrôle interne, c'est-à-dire le management des risques. Et bien sûr, pour parler du management des risques, c'est qu'il y a un gouvernement d'entreprise. OK? C'est-à-dire, je ne pourrais pas imaginer une entreprise où je vais trouver l'audit et il n'y a pas ces préalables. Mais qui le management de risque ou mais qui le contrôle interne? Dans ce cas, je dis tout simplement, un audit ne va pas faire son travail. Est-ce que c'est clair? Les préalables, hein, c'est fondamental. D'ailleurs, on va mieux le comprendre au niveau de la démarche d'audit. Très bien. Donc, la dernière étape, finalement, l'auditeur, qu'est-ce qu'il va faire? Lors de la planification des missions, les auditeurs internes doivent prendre en compte les objectifs de l'activité soumise à l'audit et la manière dont elle est maîtrisée, les risques significatifs liés à l'activité, ses objectifs, les ressources mises en œuvre, et ses tâches opérationnelles, ainsi que les moyens par lesquels l'impact potentiel du risque est maintenu à un niveau acceptable. Alors, s'il vous plaît, ça récapitule tout ce que nous avons vu. Je répète, le risque zéro n'existe pas, mais le rôle de l'auditeur, c'est comment réduire le risque à un niveau acceptable. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le risque résiduel ou bien le risque inhérent. La pertinence et l'efficacité des systèmes de management des risques et de contrôle de l'activité en référence à un cadre ou modèle de contrôle approprié
Et enfin, les opportunités d'améliorer de manière significative les systèmes de management des risques et de contrôle de l'activité. Finalement, l'auditeur, il est là. Pourquoi? C'est pour pouvoir améliorer ces systèmes de management de risques et de contrôle. Et bien sûr, tout ça va aider l'entreprise à s'améliorer elle-même. Très bien. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Hein? Oui, madame. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, je pense que j'ai terminé les normes. Madame, Oui. vous avez dit que le contrôle interne, c'est l'ensemble des dispositifs. Ces dispositifs concernent le règlement interne de l'entreprise et la conformité avec la loi. Tout simplement. Et parfois même les procédures de travail. D'accord? C'est les procédures de travail. Parce que ça me colle un ensemble de dispositions et de dispositifs. Ça veut dire toute activité. Elle a une réglementation, dit là. Vous suivez avec moi. Donc, il y a la réglementation. C'est-à-dire, c'est la réglementation qui régit l'activité donnée. OK? Deuxième chose, une entreprise, pour travailler, elle doit avoir ce qu'on appelle un règlement interne. C'est-à-dire quand l'entreprise va fonctionner. Ce règlement interne, il se manifeste par quoi? C'est par un organigramme où vous allez définir les postes. Maintenant, chaque personne qui a un poste, elle a un descriptif de poste. Par exemple, si j'ai un poste d'auditeur, je connais quelles sont les prérogatives d'un auditeur. Si j'ai un poste contrôleur de gestion, je connais quelles sont les prérogatives d'un contrôleur de gestion, et ainsi de suite. Et bien sûr, parfois, il y a un ensemble de valeurs qui existent au sein de l'entreprise et toutes les personnes qui y travaillent, elles doivent respecter ces valeurs-là. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame, merci beaucoup, c'est clair. Très bien. Madame, D'ailleurs, on a comme un exemple très simple, même si normalement, elle n'a parfois ça ne veut pas dire qu'elle a tout ce qui est fait est légal. On a comme de manière générale, qu'il y a par exemple des sociétés qui n'acceptent pas, par exemple, des filles voilées. فهمتوني؟ Il en a, mais ils n'ont pas le droit de le dire ouvertement. Et ça, malheureusement, nous avons eu des cas réels. C'est-à-dire, la personne, par exemple, elle est appelée pour un entretien, mais une fois, par exemple, on la voit, on va lui chercher quelque chose. Est-ce que c'est clair? Mais tout simplement, ils vous disent parfois, non, 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 les conditions, l'environnement de travail, etc. Donc, qu'est-ce que vous constatez là? L'ensemble des valeurs, il est spécifique à l'entreprise. Mais qui le met en place? Alors, où est le chef? يعني في أي entreprise, c'est la culture du chef. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Oui, madame. Oui, madame. Voilà. C'est-à-dire ici, vous savez que parfois on le fait même de manière implicite ou de manière explicite. Vous savez que parfois, quand on voit qu'on n'est pas vraiment conforme à la loi, on ne l'écrit pas. D'ailleurs, c'est comme un exemple qui est d'ailleurs un cas réel. Il y avait c'est-à-dire on avait un recrutement. Surtout, on intervient pour les recrutements qui se font par le biais de cabinets, et ça, c'est un cas qu'on a eu récemment. Normalement, c'était une société financière, une société de bourse. Et ils cherchent un trader, c'est-à-dire un négociateur en bourse. Normalement, nous, parce que nous, en tant que professionnels, on détermine les compétences sur le plan technique, c'est-à-dire sur le plan pragmatique. On a choisi une personne, ça, je vous parle de ça il y a 5 ans, 6 ans, on a choisi une personne, sincèrement, c'est-à-dire sur le plan CV, il est bien, c'est ce qu'on cherchait. On a passé le premier entretien, c'est une personne qui est tout à fait conforme, c'est-à-dire c'est une personne qui répond à tous les critères. On est arrivé, par exemple, à une réunion pour pouvoir valider le recrutement. On était avec la direction, le directeur général, le directeur financier, le directeur des ressources humaines. Et il y a le directeur des ressources humaines qui a mis croix sur le CV à côté de l'adresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne, elle a été refusée suite à l'adresse. Je ne vais pas vous dire quelle adresse. Est-ce que vous avez compris? Lorsqu'il a fait croix, on le regarde et nous dit, vous savez qu'il aura des difficultés à s'intégrer avec nous.
Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, madame. Voilà, c'est-à-dire, même, d'ailleurs, moi, j'avais une remarque, je leur avais dit, dans ce cas, vous allez encourager les gens à chercher des adresses différentes, à mettre n'importe quelle adresse sur les CV. Mais malheureusement, et effectivement, quand on voit les personnes qui travaillaient dans cette boîte, c'était une petite structure, on a l'impression qu'ils proviennent toutes de la même famille. C'est-à-dire, et le directeur, bien sûr, et les opérationnels. C'est bon? Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Voilà. Juste pour vous dire que lorsque je dis un ensemble de dispositions, un ensemble de dispositifs, d'accord, c'est que il y a des dispositions, des dispositifs qui peuvent être formels, mais parfois il y a des dispositions, des dispositifs qui sont, je dirais pas informels, mais je dirais implicites, qui passent comme ça, d'accord. Parfois, il y a même, c'est vrai que parfois il y a ce problème d'intégration, mais il y a le cadre de vie. C'est-à-dire maintenant, il y a des activités où chaque week-end, par exemple, ils doivent passer en soirée, etc. Il y a des team building, il y a des sorties, il y a des voyages. Donc, finalement, est-ce que la personne peut s'intégrer ou non? Est-ce que vous avez compris? Donc, ça, c'est un ensemble de valeurs. C'est pourquoi je dis, lorsqu'on parle de management de risque, lorsque je parle de contrôle interne, j'ajouterai à ça la culture même de l'entreprise. On dit que chaque entreprise, elle a normalement sa propre culture à elle. Et toute personne qui veut travailler dedans, bien sûr, elle doit s'aligner à cette culture. Sinon, elle aura des difficultés d'intégration. Ou bien, elle peut être refusée par son entourage. D'accord? Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Ça va? Madame, est-ce que l'auditeur a le droit de présenter des recommandations sur les dispositifs qui sont informels, comme par exemple l'exemple que vous nous avez donné de l'adresse de résidence? Bien sûr, c'est-à-dire dans la mesure du possible. C'est-à-dire quand, par exemple, l'auditeur juge qu'il y a soit une discrimination, soit, c'est-à-dire que les décisions de l'entreprise, soit l'action d'une personne porte atteinte, par exemple, à l'égalité de chance, je pourrais le dire. Mais attention, l'auditeur, lui aussi, là, c'est un mandataire et c'est bien un salarié. Lui aussi, il cherche son intérêt, donc il travaille pour l'intérêt de l'entreprise. S'il constate que ceci n'est pas dans l'intérêt de l'entreprise, bien sûr, il ne peut pas le dire. Mais par contre, l'auditeur, s'il constate que les procédures générales, c'est ce que je vous avais dit, procédure d'achat, procédure de vente, procédure de recrutement, par exemple, si par exemple au niveau de la procédure de recrutement, l'entreprise, elle avait précisé, d'accord, comment on fait un recrutement. Et l'entreprise, elle a le libre choix de choisir la technique de recrutement qui lui convient. L'auditeur, tout ce qu'il peut lui dire, il peut lui recommander une amélioration, mais il n'a pas un pouvoir de lui imposer une recommandation ou bien une imposition de quoi que ce soit. C'est d'accord? Donc, il peut par exemple recommander ça. Je vous donne un autre exemple. Si par exemple, la société me demande de trouver une compétence telle, par exemple, moi, je trouve 3 compétences. Finalement, je dis, par exemple, la deuxième, elle est bonne. Il se peut que la société me dise, moi, non, je vais prendre la première. Bien sûr, c'est son droit. Est-ce que vous avez compris? Donc, l'auditeur ne va pas lui dire pourquoi vous n'avez pas pris le deuxième. Pourquoi? Parce qu'ici, on n'est pas dans un audit légal. C'est un audit soit interne, soit contractuel. Si on est dans un audit légal, bien sûr, ici, on pourra, si vous voulez, jouer le rôle d'inspecteur pour dégager toutes les manipulations qui peuvent être faites. Mais dans le cadre d'un audit, non, n'oubliez pas que l'auditeur travaille pour l'intérêt de son mandataire. D'accord? Oui, madame. Voilà. Donc, d'ailleurs, je vous donne quelques exemples parce que ce sont des exemples concrets dans la pratique. N'oubliez pas, parfois, c'est suite à la photo. Alors, parfois, on demande une photo sur le CV. D'ailleurs, il y avait même pas, parfois des recommandations. On n'a pas exigé une photo sur un CV. Est-ce que vous avez compris? D'ailleurs, une autre considération. Malheureusement, c'est bon, il y a des sociétés qui travaillent comme ça. Il y a des sociétés qui cherchent plus des compétences, peu importe.
Est-ce que vous avez compris? Donc, là, ça diffère. كل شركة كيفاش تخدم. Donc, c'est-à-dire, nous n'avons pas une procédure normalisée, mais attention, parfois, les lauréats, elles jouent dans cette tendance. D'ailleurs, parfois, on assiste dans des entretiens, moi, sincèrement, je vous dis, qu'il y a des personnes qui se présentent, on dirait qu'ils viennent à une soirée de gala. Pourquoi? Parce qu'il y a des rumeurs qui disent que lorsque je suis bien habillée avec une mini-jupe, ou bien maquillée, etc., ou bien avec un décolleté, là, j'aurai le poste. D'accord? Donc, finalement, Hadou, ce sont, si vous voulez, c'est ce qui se tourne au niveau de la pratique. Je ne peux pas dire que c'est vrai à 100%, je ne peux pas dire que c'est faux à 100%. Maintenant, il y a des sociétés qui prennent ces variables en considération et il y a des sociétés qui ne prennent pas ces variables en considération, qui ne cherchent que des compétences bien ficelées. Est-ce que vous avez compris? Donc, finalement, tout est là. L'auditeur, il est là pour avertir l'entreprise sur les risques éventuels de dérapage ou bien les risques éventuels, bien sûr, de certaines pratiques que l'entreprise pourra faire de manière volontaire ou involontaire. Mais est-ce qu'il a le rôle de lui imposer quelque chose? Bien sûr, non. Retenez bien ça, s'il vous plaît. L'auditeur, il a une responsabilité de moyens, tout simplement. Parce que dans ce cas, si l'auditeur va le dire, la société va le mettre à la porte, tout simplement. S'il s'agit d'un auditeur interne. Bien. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Madame, est-ce qu'un auditeur légal est impérativement un auditeur externe? Bien sûr. D'ailleurs, dans le cas, mais chez externe. Je vous donne un exemple très simple. Ça peut émaner d'un organe de tutelle. Par exemple, l'Ardina, le cas de Banque El Maghrib. Vous savez que Banque El Maghrib, par exemple, c'est l'organe de tutelle des banques. Yak? Très bien. Maintenant, vous savez qu'au Maroc, toutes les banques ont un auditeur interne. Mais Banque El Maghrib, elle peut être amenée à auditer une banque, soit de manière préventive, soit suite à une anomalie. Par exemple, on a soupçonné quelque chose dans une banque. La banque El Maghrib, elle peut déclencher une mission d'audit. Donc, le fait que Banque El Maghrib qui va auditer, c'est-à-dire le mandataire, est un organe de tutelle, on dit que l'audit, c'est un audit légal. Est-ce que vous avez compris? Bien sûr, cet auditeur légal ne doit pas appartenir à la banque auditée. Parce que ici, ça va, si vous voulez, toucher un petit peu à l'indépendance et l'objectivité. Mais ça peut être un auditeur de Banque El Maghrib. Est-ce que c'est clair? Autrement dit, pour réaliser un audit légal, vous avez raison, l'auditeur est externe à l'entité auditée. Est-ce que c'est clair? L'audit légal, parfois, il se confond avec l'inspection. D'accord? Et l'inspecteur, bien sûr, ça doit être une personne extérieure à l'entreprise. Parce qu'on ne peut pas être jugé partie en même temps. C'est bon? Oui, madame. Donc, très bien. Tout dépend du mandataire. Bien sûr, tout dépend du mandataire. D'ailleurs, on a aussi l'audit légal du commissaire aux comptes. Parce que le commissaire aux comptes dans une société anonyme, il est mandaté par qui? C'est par la société anonyme, c'est par le conseil d'administration, c'est par les actionnaires. Et le commissaire aux comptes, il va jouer le rôle du garant. Qu'est-ce qu'il va garantir? Il va garantir les intérêts des actionnaires. Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire lorsque le commissaire aux comptes certifie les comptes, par exemple, disent que la comptabilité, elle est conforme, elle est exacte, elle est sincère, elle est probante. Ça veut dire qu'il prend l'engagement de quoi? Comme quoi, les intérêts des actionnaires sont protégés. Est-ce que vous avez compris? C'est pourquoi dans les sociétés anonymes, on exige la certification du commissaire aux comptes. Le commissariat aux comptes, puisque c'est imposé par la loi sur la société anonyme, toute société anonyme doit avoir un commissaire aux comptes. Loin de là, si la société anonyme dépasse une certaine taille, alors il a besoin de 4 commissaires aux comptes. Donc finalement, c'est quoi? Le commissariat aux comptes, c'est un audit légal. D'accord? C'est-à-dire un audit légal, c'est quoi? C'est un audit prévu soit dans la loi,
soit il est réalisé par un organe de tutelle sur l'entité mandatée, tout simplement. OK? Oui, madame. Par exemple, je vous dis, le ministère de l'Enseignement supérieur, il peut auditer une faculté. Voilà, c'est un audit légal. Il ne va pas prendre un auditeur de la fac, bien sûr, mais l'auditeur, il est externe à la fac. Juste pour vous donner un exemple. Madame, D'accord? Parce que dans ce cas, le rapport, il sera donné à qui? Il sera donné au ministère, il ne sera pas donné à la faculté. Le même cas pour la Banque El Maghrib. Le rapport sera donné à Banque El Maghrib. Ce n'est pas à la banque auditée. D'accord? C'est-à-dire, ce qu'il faut retenir, c'est que le rapport d'audit est toujours donné au mandataire. D'accord? C'est pas si le mandataire, c'est l'entité auditée elle-même, dans ce cas, c'est oui. Si le mandataire n'est pas l'entité auditée, donc le rapport est donné au mandataire. Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que l'audit, la mission d'audit légale, elle est contractuelle? Là, c'est pas possible. Peut-être il est contractuel entre le mandataire et l'auditeur. Est-ce que vous avez compris? Mais ce n'est pas entre l'entité auditée et l'auditeur. Je vous donne un exemple très simple. Le commissariat au compte. Le commissariat au compte a un statut bien défini. Maintenant, par exemple, là, le cas de Banque El Maghrib, parce que d'habitude, Banque El Maghrib a les auditeurs ديالها. نقدر ناخذ un cas. Elle a par exemple une société mère. Elle veut auditer une filiale. La société mère, elle peut faire appel à un auditeur externe qui va le charger pour faire quoi? C'est pour auditer la filiale. Il y a le contrat entre qui et qui? Entre l'auditeur et la société mère. Donc, automatiquement, l'auditeur mandaté par la société mère va auditer la filiale. Mais vraiment, c'est un cas qui est très rare. Mais toujours lorsqu'on parle d'audit légal, toujours c'est qu'on a si vous voulez, une référence légale. D'accord? C'est-à-dire l'entité qui audite, elle a les auditeurs d'IALA pour avoir plus, je dirais, de pragmatisme dans les recommandations et dans les constats, bien sûr. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Mais parfois, s'il vous plaît, oui. C'est-à-dire, on peut faire appel, par exemple, à des cabinets internationaux de renommée pour auditer. C'est le cas, par exemple, qui a été fait au Maroc. Lorsque l'État fait appel à des cabinets externes, bien sûr, pour auditer une administration publique ou bien pour auditer une structure publique. D'accord? Dans ce cas, bien sûr, c'est un audit légal. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Merci. Mais c'est un contrat entre l'organe de tutelle et l'auditeur. Ce n'est pas entre l'audité et l'auditeur. D'accord? C'est ça ce qu'il faut savoir. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Ça va? C'est bon jusqu'ici? Oui, madame. Très bien. Donc, s'il vous plaît, vous suivez maintenant avec moi avant de passer, bien sûr, au volet technique pour voir la démarche d'audit et en plus, les différents tests qu'on va réaliser. On va faire une petite révision, s'il vous plaît, ou bien une petite synthèse sur les principes comptables. Parce que je ne peux pas parler d'audit comptable et financier, on ne peut pas traiter de cas si vous ne connaissez pas les principes comptables et les dérogations à ces principes. Normalement, lorsque je dis un principe comptable, c'est quoi? Normalement, c'est une référence que les entreprises doivent respecter en matière de comptabilité. OK? Vous savez qu'au Maroc, nous avons une comptabilité normalisée. Normalisée et régie par quoi? Régie par la loi comptable. Très bien. La loi comptable, bien sûr, qui se traduit dans le Code général de normalisation comptable, ce qu'on appelle le CGNC. Très bien. Donc, lorsque je parle des principes comptables, dans tous les pays, vous avez les principes comptables. D'ailleurs, maintenant, on a les normes IFRS, où vous avez des normes internationales, c'est-à-dire ce sont des principes qui doivent être respectés par toutes les entreprises qui ont une envergure internationale, soit les multinationales, soit les sociétés cotées en bourse et ainsi de suite. Je vais rester au Maroc. Au Maroc, nous avons 7 principes comptables. Si vous réfléchissez bien, tout ce qu'on fait dans la comptabilité, on le fait en respectant ces principes. D'ailleurs, même on dit que la comptabilité générale, c'est une comptabilité de constatation. On ne fait rien dans la compta générale. C'est-à-dire, je ne décide pas,
je ne choisis pas et je ne fais rien du tout. Tout simplement, je traduis ce que je fais dans un langage qui est le langage comptable. Comment? En respectant les 7 principes comptables. Mais en réalité, il n'y a pas que les 7 principes comptables. Il y a les 7 principes comptables, mais il y a les dérogations. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire déroger à une loi? C'est être Une dérogation, c'est contradictoire. quoi? Là, pas à ce point. C'est quoi une dérogation? Flexible, on est flexible. Hein? Pardon, j'ai pas entendu. C'est quoi une dérogation? En arabe, déroger, c'est quoi? Madame, c'est une exception. C'est une exception. C'est une Très différence. bien. Madame, استعطاف en arabe. Madame, en plus des normes déposées. La dérogation, déroger à une loi, ne pas la respecter, mais tout en restant dans la légalité. Madame, on peut Déjà, dire que c'est on peut une dire- dispense. On Pardon, peut dire aussi c'est une abrogation. si vous voulez. Mais Madame, on peut dire que c'est une dispense. j'ai une distance. C'est une Non. possibilité. Regardez bien. C'est une possibilité qui est donnée par la loi. Cette possibilité, c'est tout à fait légal, qui est donnée par la loi de ne pas respecter la loi. Oui, madame, oui. C'est-à-dire, tajaouz, mais qui est autorisé. C'est-à-dire, je vous donne un exemple très simple. Si je vous dis, par exemple, là, je dis n'importe quoi, rien pour vous simplifier la tâche. Là, par exemple, vous avez, si vous ne validez pas un module, vous avez la possibilité de le refaire 3 fois. Yak? 3 fois, c'est la loi. Vous ne le faites pas 3 fois. On vous dit, vous avez une dérogation pour une fois de plus. 4 fois. Vous suivez avec moi? C'est bon? Vous comprenez? Oui. Oui, madame. Ça veut On dire, garde la base et on Voilà. ajoute des exceptions. très bien, voilà. C'est-à-dire, que la dérogation d'une fois, elle est autorisée par la loi. C'est-à-dire, quand j'aurai la possibilité de déroger, c'est mon droit. Je peux déroger. Est-ce que vous avez compris? Comme par exemple, la dérogation d'ajouter un module ou de retrancher un module, c'est une autorisation de la loi. OK? Mais qui est accordée dans des situations exceptionnelles. Yani, mais la règle générale. OK? La même chose. Pour chaque principe comptable, normalement, il y a des dérogations. C'est-à-dire, quand est-ce que je peux ne pas respecter le principe comptable, mais tout en restant dans la légalité. Je suis en situation légale. Donc, l'audit, lorsqu'il va faire un audit comptable et financier, qu'est-ce qu'il va vérifier? Rien pour vous mettre dans le bain. Il va vérifier est-ce que chaque opération comptable, elle a été enregistrée conformément aux principes comptables. Si oui, c'est bon. Sinon, il va chercher est-ce qu'elle respecte une dérogation? Si oui, c'est bon. Sinon, irrégularité comptable. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Très bien. Donc ici, qu'est-ce qu'il vous manque maintenant? Il vous manque comme les principes comptables ou les dérogations des principes comptables. Ce sont des éléments très importants pour pouvoir faire une mission d'audit comptable et financier. Très bien. S'il vous plaît, je vais essayer de vous simplifier, mais ça n'empêche. Je vous invite à chercher ça davantage, vous le trouvez. Et si vous avez toujours des questions, vous pourriez me les poser. Donc, je vais commencer par le premier principe. C'est lequel, à votre avis? Premier principe. L'indépendance des exercices. De continuité d'exploitation. Exploitation. S'il vous plaît, un ordre logique. S'il vous plaît. Madame, Ah. le premier principe, c'est le principe de continuité d'exploitation. Très bien. C'est la continuité d'exploitation. C'est ce que vous avez dit. Actuellement, c'est l'ordre logique. Le premier principe, les télines, tout simplement. OK? Donc, la continuité d'exploitation, qu'est-ce que ça veut dire? Madame, Mhm.
C'est-à-dire l'entreprise doit établir ses états financiers pour l'entreprise de continuer son activité. Très bien. C'est-à-dire lorsque l'entreprise établit ses états de synthèse, elle le fait dans la perspective de continuer son exploitation. Yak. D'abord, ce que je vous demande, dites-moi s'il vous plaît un traitement comptable, je suis sûre que vous le connaissez tous, qui traduit l'application de ce principe. Donc, je répète, un traitement comptable qu'on fait chaque année, on le fait. Peut-être vous l'avez appris comme ça, sur le plan technique. Mais maintenant, je vous dis, on le fait pour respecter le principe de continuité d'exploitation, qui matérialise ce principe. L'inventaire. Madame, Le bilan. La Oui, oui. régularisation des C'est comptes qu'il faut. des produits, des charges. Un par un, s'il vous plaît. Oui. Madame, il faut avoir une vision sur le long terme. Ça veut dire que l'entreprise doit établir ses états financiers dans l'objectif d'une poursuite normale d'activité. Et c'est contraire à la liquidation. Très bien, c'est ça. Mais d'abord, comptablement, c'est-à-dire d'abord, s'il vous plaît, auparavant, sur la technique comptable, c'est-à-dire c'était plutôt un apprentissage technique. D'abord, je voulais que vous dépassiez ça. Je travaille l'audit. L'audit, mais il y a la technique comptable, c'est l'évaluation. Donc, dites-moi, s'il vous plaît, la comptabilité générale, je répète, un traitement comptable qu'on effectue chaque année, c'est un Dima. Et vous le connaissez, je suis sûre. Le bilan. Mais avec le traitement, s'il n'y avait pas ce principe, on ne doit pas le faire. Lequel? L'état de synthèse. L'état de synthèse, Les c'est états le de principe. synthèse. Là, s'il vous plaît, les états de synthèse, c'est un autre principe comptable. Ce n'est pas le principe de continuité d'exploitation. L'amortissement. Non. Le journal. S'il vous plaît, le journal, c'est juste un support comptable. Hein. Ce n'est pas un traitement comptable, le journal. Les prévisions, madame. Non. C'est madame? Gestion de stock, non. Établir des factures. Non. Attention, établir les factures, monsieur la conférence. Les immunisations, Non, le coût historique, c'est un autre principe, s'il vous plaît. Là, je répète. D'abord, c'est le principe. État d'information complémentaire. Non, ça, c'est un autre principe. On va le voir. S'il vous plaît, suivez avec moi. Suivez avec moi. Je vous dis, le principe est le suivant. S'il vous plaît, désactivez vos micros. Continue. La continuité d'exploitation veut dire que l'entreprise, lorsqu'elle établit ses documents de synthèse, elle doit le faire dans la perspective de continuer son exploitation. D'ailleurs, il y a une collègue qui vient de le dire, ce n'est pas dans une perspective liquidative. Il y a une image de l'activité d'Yala, mais elle établit le document de synthèse, c'est comme s'il va continuer toujours son activité. Un traitement comptable que vous faites, on le fait parce qu'il y a ce principe. S'il vous plaît, c'est lorsque vous dites le bilan d'ouverture, c'est le bilan de clôture. Vous le faites ça? Vous le savez? Oui, madame. Très bien, voilà. Donc, à la chaque Oui, fois, le madame. bilan d'ouverture est égal au bilan de clôture de l'année N-1. Parce que je suis dans la perspective de continuer mon exploitation. Parce que si ce n'est pas le cas, mais quand j'ai le principe, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit arrêter à la fin de chaque année, annuler le bilan et redémarrer l'année avec un autre bilan. Or, ça, ce n'est pas possible. Lorsque je parle de la continuité d'exploitation, vous savez très bien que le bilan ne disparaît jamais jusqu'à ce que l'entreprise disparaisse. Autrement dit, là, ce principe ne va pas être respecté de manière définitive lorsque je suis dans une situation de liquidation. Ça fait. Lorsque la société va cesser son activité, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vend l'actif pour payer le passif. Et le bilan, il disparaît. Dans ce cas, je dis, ça y est, le principe n'est plus là. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Oui, madame. Très bien. Maintenant, je vais passer, d'ailleurs, s'il vous plaît, le principe de continuité d'exploitation,
D'ailleurs, ça existe même dans les normes IFRS. يعني حتى في les normes IFRS, هذا هو le principe de base. OK? J'ai cette perspective de continuer mon exploitation. Dites-moi, s'il vous plaît, à votre avis, comment peut-on déroger à ce principe? Et maintenant, vous allez comprendre. Déroger à ce principe, ça veut dire quoi? Dans quel cas je peux avoir un bilan d'ouverture qui est égal pas au bilan de clôture? Quand il y a une anomalie ou bien Madame, une l'arrêt faillite. de l'activité. Non, s'il y a l'arrêt d'activité, ça fait Céline, on prêche le principe. Elle dit, mais chez dérogation au principe. Parce que quand il y a l'arrêt d'activité, là, le bilan va disparaître entièrement. Et là, je vous dis dans quel cas, par exemple, le bilan d'ouverture n'est égal pas au bilan de clôture. Elle compte la dérogation. Madame, Autorisée par la loi. Le risque de faillite. Là, Au cas des crises. c'est-à-dire, En cas de difficulté. Il y a une crise au niveau mondial. Ça veut dire que toutes les entreprises ont touché par cette crise. très bien, mais ça veut dire, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez raison, mais il faut terminer l'idée, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer? Madame, réévaluation. Là, Le redressement, madame? non? La session de Très bien. Pour vous aider, s'il vous plaît, suivez avec moi. Très bien. D'ailleurs, déjà, vous avez bien réfléchi. Le fait de dire soit il y a des difficultés, soit il y a des crises, normalement, l'impact de ces crises ou bien de ces difficultés sur l'entreprise, ils vont lui faire quoi? Parfois, l'entreprise sera amenée à réduire son activité. Je vous donne un exemple très simple. Supposons une entreprise au Maroc. Normalement, il commercialise son produit sur tout le territoire national. Suite à une crise donnée, l'entreprise elle a été obligée de se retirer d'une région. D'accord? Lorsque l'entreprise va se retirer de la région, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va désinvestir les investissements qu'elle a. Elle va vendre les investissements qu'elle a dans cette région. Là, on a par exemple des magasins de stock, là, on a des usines, là, on a par exemple des magasins commerciaux, elle va les céder. Vous suivez avec moi? Dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Le patrimoine de l'entreprise va être réduit. D'accord? Donc, est-ce que le bilan de clôture est égal au bilan d'ouverture? Non. Parce que suite à la cession partielle d'activité, automatiquement, je vais avoir un autre bilan de démarrage. C'est le bilan de départ à nouveau, où je vais constater que l'entreprise, elle a pu réduire son activité. Ou bien, je peux vous dire n'importe quoi, c'est-à-dire une entreprise qui a deux activités, par exemple. Elle a décidé, suite à une conjoncture défavorable, de se retirer d'une activité. Ce qui fait que le bilan va être réduit. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, on dit le principe de continuité d'exploitation. La dérogation, c'est dans le cas d'une cessation partielle de l'activité. Notez ça, s'il vous plaît. Cessation partielle, mais si totale. Elle n'est qu'un total, ça y est, l'entreprise va disparaître. Mais cessation partielle, il y a une partie de l'activité ou bien de l'entreprise va être éliminée. Madame, c'est dans le cas de cessation? Partielle. Voilà, c'est pas total, partielle. Donc, je répète, dérogation à ce principe, c'est le cas d'une cessation partielle d'activité. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une cessation partielle, bien sûr, on ne va pas respecter le principe et on est dans la légalité. Je n'ai pas altéré la loi, c'est toujours je suis dans une situation légale. Bien sûr, lorsqu'il y a une cessation totale, ça c'est autre chose. La cessation totale d'activité, automatiquement va entraîner la fermeture de l'entreprise. Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous parlez des bilans de la même année, le bilan d'ouverture de l'année N et de fermeture de la même année ou de l'année qui suit? Là, s'il vous plaît, 2 années successives. Attention, c'est 2 années successives. Voilà. Bien sûr, le bilan de la même année, ce n'est pas possible. Alors, il est corrigé à la hausse ou à la baisse par le résultat, s'il vous plaît. Ah? Parce que normalement, qui sont les deux bilans qui sont égaux?
Le bilan d'ouverture de l'année N, c'est celui de la fermeture ou bien de la clôture de N-1. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? C'est bon? Exactement. Madame, et dans le cas de la section d'une partie de l'activité, quel sera le changement? Comment Le changement, l'évolution? Très bien. Donc, suivez avec moi. Lorsqu'on vous dit une cessation partielle d'activité, normalement, quand vous prenez l'actif immobilisé, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous les actifs qu'a l'entreprise, par exemple, sur tout le territoire national. Maintenant, une liquidation. Qu'est-ce qu'on fait dans la liquidation ou bien cessation partielle? On vend l'actif et on paye le passif correspondant. Est-ce que vous avez compris? D'ailleurs, ça, c'est de la comptabilité approfondie, si vous voulez. Normalement, l'entreprise, elle s'est retirée d'une activité. Je n'aurais dire, donc les équipements nécessaires. Vous suivez avec moi? Lorsqu'il va vendre, lorsqu'il va vendre tous ses investissements et tous ses équipements, qu'est-ce qui va se passer? Le bilan va être un nouveau bilan qui, bien sûr, qui va se traduire par la situation actuelle. Et l'entreprise va continuer avec ce bilan-là. D'accord? Mais bien sûr, ça, c'est une dérogation, c'est un caractère exceptionnel. Oui, monsieur. Madame, vous venez de dire qu'en quoi il s'agit d'une cessation partielle et non pas totale. Oui, exactement. Donc là, vous venez de dire comme quoi, si on vend tout l'actif immobilisé. Non, donc on aura, voilà. Je vends, s'il vous plaît, suivez avec moi, je vends l'actif immobilisé relatif à l'activité concernée par la liquidation. Madame, bien, suivez avec moi. Un exemple très simple. Supposons une entreprise, par exemple, pour simplifier, elle a deux usines. Elle a une usine à Tanger, par exemple, elle a une usine à Casa. Donc, maintenant, on a l'actif immobilisé de l'entreprise. Elle a la comptabilité, par exemple, si la comptabilité elle est centralisée à Casa, par exemple, le bilan comptable, il regroupe la comptabilité de l'usine à Tanger et l'usine à Casa. Il y a l'activité totale. Très bien. Supposons que nous avons un problème à Tanger. L'entreprise, elle décide de se retirer de Tanger. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va céder l'usine de Tanger. Vous suivez avec moi? Hein? Oui, madame. Elle va céder. Très bien. Les actifs immobilisés de l'usine de Tanger et non pas de Casa. Très bien. Donc, ça, c'est quoi? Est-ce que c'est une cessation totale? Non. Non, partielle. C'est une cessation partielle. Très bien. Donc, cette cessation partielle, l'entreprise, elle va céder l'actif relatif à Tanger pour payer les dettes qui sont issues de l'activité à Tanger. Et donc, ça y est, l'activité de Tanger va disparaître. Et qu'est-ce qu'on aura maintenant? Un nouveau bilan. Le bilan qui ne va traduire que l'activité sur Casa, par exemple. Est-ce que vous avez compris? Donc, s'il vous plaît, retenez bien. Pour récapituler, le principe de continuité d'exploitation, c'est un principe qui dit que l'entreprise, normalement, dans le cadre de son activité, elle doit fonctionner dans la perspective de continuer son activité. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous ajouter une petite information. Juridiquement parlant, est-ce qu'une entreprise, lorsqu'elle se crée, elle a le droit de préciser une durée de vie précise? Non, parce que c'est contre le principe de continuité. C'est-à-dire, on dit en général, c'est 99 ans. Renouvelable de manière implicite. Oui. OK? Donc, s'il n'y avait pas ce principe de continuité d'exploitation, ou bien qu'on ait le principe McCange, l'entreprise, elle a le droit, lorsqu'elle se crée, un contrat. Parce que l'entreprise, elle va être créée sur une période de 10 ans. Et après, je vais revoir ce que je peux faire. Ou bien une période de 20 ans. Ou bien une période de 5 ans. Or, ceci, ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, là, normalement, tout est lié parce que n'oubliez pas que la comptabilité, elle a une relation très importante avec le code de commerce. Ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. D'ailleurs, faute de temps, on ne pourra pas voir tout ça. Mais normalement, on nous dit là, il faut avoir toutes ces informations-là. Très bien. Donc, lorsque je dis le principe de continuité d'exploitation, c'est-à-dire on doit travailler dans la perspective de continuité d'exploitation,
jusqu'à bien sûr, lorsqu'il y a, suite à un événement donné, une dissolution ou bien une liquidation totale. Et ce qu'on dit la liquidation totale, soit volontaire, soit judiciaire, parce que on peut liquider une entreprise soit volontairement, soit parfois de manière judiciaire. Dans ce cas, bien sûr, le principe marie prêche. Mais maintenant, moi, je ne parle pas dans le cas où le principe n'existe plus. Je parle d'une dérogation, c'est-à-dire dans quel cas on peut déroger à ce principe? Dans le cas d'une cessation partielle d'activité. C'est-à-dire, moi, auditeur, j'ai vérifié les deux bilans, par exemple. Je constate une différence. Qu'est-ce que je vais demander? Est-ce que je suis dans la dérogation? Est-ce qu'il y a une cessation partielle d'activité? Si la réponse est oui, je dis ça y est, l'entreprise est conforme. Si l'entreprise n'a rien cédé et pourtant le bilan sans différence, c'est qu'il y a une anomalie. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? C'est bon? Oui, madame, c'est clair. Très bien. Donc, s'il vous plaît, il faut bien l'appréhender parce que c'est la base d'être un bon auditeur et c'est la base pour faire une bonne mission d'audit. Je ne peux pas auditer si je ne maîtrise pas ces aspects-là. L'auditeur, finalement, c'est pour que je vous dise son activité, elle est bien normalisée, il est bien réglementé, c'est qu'on travaille avec des normes, c'est-à-dire, dans la hiérarchie, ce que je vous dis, c'est ce qu'on fait dans la pratique. Je vois s'il est respecté, c'est bon, on est conforme. S'il n'est pas respecté, je vois est-ce que je suis dans la dérogation autorisée. Si je ne suis pas dans la dérogation, je dis donc ce n'est pas conforme. Et je vais m'arrêter à ce niveau. C'est-à-dire, l'auditeur, dans ce cas, il va établir ses recommandations. Est-ce que c'est clair? Très bien. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici, s'il vous plaît? Ça va? Oui, madame, ça va. Très bien. Donc, Madame, si vous n'avez pas de questions. Relativement Pardon? un détail. Oui. Je vous écoute, s'il vous plaît. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Oui. C'est que l'opération de cessation partielle, elle doit. C'est que l'opération de cessation, parce que ça me dérangeait comme question, que l'opération, elle devait arriver entre le 31 et le 1, c'est ça? Parce que dans le cas contraire, ça sera déjà inclus dans le premier bilan. Pas forcément. Pas forcément. C'est-à-dire, ici, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on dit les dates. Finalement, nous avons la continuité d'exploitation, c'est-à-dire vous avez un bilan de départ, le schéma comptable, un bilan de départ. Normalement, vous avez le bilan va varier en fonction de quoi? Va varier en fonction des opérations qui sont normalement des opérations normales, des acquisitions, des cessions par exemple, et vous avez le résultat qui va traduire soit un enrichissement du patrimoine, soit un appauvrissement du patrimoine. Est-ce que vous avez compris? Très bien. On va donc établir le bilan final. On établit un bilan final, il nous donne une situation donnée. Et après, on prend la décision de faire une cessation partielle d'activité. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, cette cessation partielle d'activité va corriger le bilan. Bien sûr, il va le corriger à la baisse. L'année suivante, on va démarrer avec le bilan rectifié. Est-ce que vous avez compris? Donc, madame, il sera rectifié jusqu'au 31-12, c'est ça? Là, d'abord, ça dépend des cas. C'est-à-dire, si on arrête le bilan le 31-12. Donc, la cessation va se faire après que le premier bilan soit déjà établi. Voilà, exactement. C'est-à-dire, nous avons le bilan, mais avant, si vous voulez, de commencer l'année, ici, il n'y a pas de problème de temps. L'entreprise se décide de faire une cessation partielle, elle le fait, elle va rétablir ce qu'on appelle un bilan rectificatif. Avec le bilan rectificatif, c'est lui qui va devenir la base de la continuité d'exploitation encore. Ce n'est pas forcément entre le 31-12 et le 1-1. Parce qu'entre le 31-12 et le 1-1, on ne peut rien faire. Vous avez compris? Hein? Ça va, c'est sûr? Oui. Je fais un petit là, s'il vous plaît. Oui, madame. Le monsieur qui a posé la question, plutôt. Oui? Oui, madame, c'est bien compris. Merci. Très bien, très bien. Donc, voilà. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Non, madame. Voilà. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je me demandais. Je vous laisse. À demain, Inch'Allah. Je vous en prie. Beaucoup, madame. Je vous en prie. Merci à vous. Donc, à demain.
Voilà, je vous en prie. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée, madame. Merci. Bonne fin de journée. Oui, merci, madame. Merci.